Nous allons aborder aujourd'hui un cours d'épistémologie. Pour ne rien vous cacher, ce n'est pas la partie la plus simple à enseigner, puisque ça nécessite une certaine approche abstraite des choses, mais en même temps, c'est un des enseignements qui est absolument fondamental. Pourquoi? Parce que l'épistémologie pose la question fondamentale de savoir ce qui fait la démarcation entre un discours ordinaire et un discours scientifique. En sociologie, vous le savez bien, on prétend, légitimement bien sûr, à ce que cette discipline soit scientifique. Alors je ne vais pas me contenter, je ne vais pas faire une épistémologie de la sociologie dans le cadre de ce cours, je vais interroger plus largement l'épistémologie dans le champ des sciences humaines. C'est ça qui va m'intéresser. Qu'est-ce qui fait que les sciences humaines peuvent prétendre au statut de science? Je vous rappelle d'ailleurs que l'étymologie même du terme d'épistémologie nous invite à aller dans ce sens. Je vous rappelle que l'épistémologie, c'est constitué de deux mots grecs, épistémé, qui est la science, et logos, entre autres, qui est le discours, l'étude. Donc l'épistémologie, c'est tout ce qui concerne l'étude de la scientificité d'un discours, d'une connaissance. Encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'une science peut se revendiquer comme telle? Qu'est-ce qui fait la ligne de démarcation entre un discours ordinaire, une connaissance ordinaire, et une connaissance et un discours à prétention scientifique? Mais c'est aussi l'épistémologie, qu'est-ce qui fait la frontière entre les disciplines? Qu'est-ce qui fait l'objet propre de la sociologie par rapport à la psychologie, par rapport à la philosophie, etc. Mais moi, je me contenterai uniquement du premier versant de cette épistémologie, c'est-à-dire de comprendre ce qui fait la scientificité d'un discours. Comment le discours scientifique se démarque du discours ordinaire? Quels sont les critères qui nous permettent d'identifier un discours scientifique de ce qui ne le serait pas? Alors, pour aller plus précisément, je vais essayer d'abord de remonter, puisque c'est une vieille histoire, cette question de la scientificité du discours, je vais remonter auprès des philosophes, les philosophes de la connaissance, puisque dès le XVIIe siècle, avec les philosophes classiques, cette question de la connaissance scientifique est posée. Qu'est-ce qui fait qu'une connaissance est scientifique? C'était déjà une préoccupation des savants du XVIIe siècle. Donc je vais remonter à cette période qu'on appelle la philosophie classique pour aller progressivement vers l'épistémologie contemporaine, avec notamment deux grands auteurs que sont Gaston Bachelard et Karl Popper. Mais entre les philosophes classiques et Bachelard et Popper, nous aborderons un philosophe essentiel, puisque ce philosophe va marquer une rupture par rapport aux conceptions classiques de la connaissance, c'est Emmanuel Kant. Donc voilà le programme que je vous propose. Nous allons d'abord aborder les philosophes classiques pour essayer de comprendre comment ils envisagent la connaissance, pour après arriver à Emmanuel Kant, qui va introduire précisément une rupture épistémologique dans l'ordre de la connaissance, pour après aboutir à Bachelard et Popper, pour comprendre quelle est leur conception justement moderne, contemporaine, de la connaissance. En sachant que l'hypothèse qui va traverser le cours, c'est qu'il ne peut pas y avoir, de mon point de vue, de véritable épistémologie qui ne soit pas fondée sur une anthropologie. C'est-à-dire, il me semble que le discours épistémologique doit être en mesure de fonder son approche sur des processus généraux qui spécifient l'homme. Alors, tenez-vous-en pour l'instant à cette formule qui peut vous paraître un peu, pour l'instant, un peu énigmatique, mais vous verrez qu'elle s'éclairera au fur et à mesure de l'avancée du cours. Dans l'immédiat, je vous propose d'aborder l'époque classique donc des philosophes classiques, qui va être marquée par la primauté accordée à la représentation. Je m'expliquerai sur ce terme, bien sûr. Mais retenez pour l'instant cette idée, c'est que la philosophie classique, donc du XVIIe siècle, va être marquée par l'importance accordée à la représentation.
Nous allons aborder donc cette philosophe de la connaissance à partir principalement de deux auteurs que je vais présenter rapidement, qui sont les figures de proue de deux grandes tendances qui vont marquer cette période classique. Je veux parler de René Descartes et de John Locke, qui, tout en partageant un certain nombre de constats communs sur la connaissance, vont se démarquer l'un à l'autre. Ils ne vont pas partir tout à fait du même point de vue, du même point de départ pour aborder la question de la connaissance. Alors, rapidement, vous connaissez bien sûr le nom de René Descartes. René Descartes, je vous rappelle qu'il est né en 1596 et il décède en 1650. Mais sa production, bien sûr, date du XVIIe siècle, pour l'essentiel. Il est mathématicien, bien sûr, physicien et philosophe français, sans doute peut-être le plus connu des philosophes français, pour la raison simple, c'est qu'il est le fondateur de la philosophie moderne. C'est-à-dire, entendez philosophie moderne, celle qui naît justement à l'issue de la Renaissance. Vous savez que historiquement, les historiens prennent comme critère de la modernité la Renaissance. Donc Descartes est connu essentiellement comme étant le fondateur de la philosophie moderne, en France évidemment, et il est connu parce qu'aussi il va s'inscrire en rupture avec ce qu'on appelait la scolastique. La scolastique qui était enseignée à l'université. La scolastique, c'est le scola, les écoles, c'était celle qui était détenue principalement par les religieux, puisque à l'époque l'université était aux mains de religieux, de clercs. Et la scolastique, qui a duré pendant tout le Moyen-Âge, était une tentative de concilier l'apport de la philosophie grecque, donc aristotélicienne, platonicienne, avec la théologie chrétienne, héritée des pères de l'Église, plus particulièrement de saint Augustin. Et cette tentative de lier les deux définit la scolastique, et précisément, Descartes va se démarquer par rapport à cette scolastique en considérant qu'il fallait rompre avec une conception ontologique de la connaissance, une conception ontologique qui laissait prise à la croyance. Je résume simplement une formule de saint Augustin qui résume ce que je veux vous dire, c'est si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. C'est la formule de saint Augustin. Cette liaison étroite que pouvait faire la scolastique entre la compréhension du monde et la croyance en ce monde. Précisément, Descartes va essayer de se démarquer, il va se démarquer de cette scolastique. L'autre auteur très important, c'est John Locke. John Locke, qui est né en 1632, donc un peu plus tard que Descartes, et qui meurt en 1704. John Locke est un philosophe anglais, il n'est pas français, il est anglais, et c'est un des fondateurs, sur le plan conceptuel bien sûr, un des fondateurs du libéralisme. Il fait partie, avec d'autres auteurs économistes, il fait partie d'un de ceux qui a donné les bases à la philosophie libérale. Et il a aussi œuvré en faveur de l'édification de la notion d'état de droit. C'est un des penseurs de la notion d'état de droit. Alors, il va venir d'ailleurs assez tardivement à la philosophie, puisqu'il va découvrir la philosophie par la lecture de Descartes, qu'il ne va pas connaître, puisqu'il va s'intéresser à la philosophie en 1659. Descartes était déjà décédé. Et Locke est attiré justement par cette philosophie cartésienne, par certains aspects de cette science nouvelle que Descartes énonce, et il va s'intéresser au rationalisme cartésien, et il se démarque lui aussi, ce qui va l'amener à se démarquer, à se désintéresser d'ailleurs aux discussions scolastiques de son temps, qui lui paraissaient prendre beaucoup trop de place à l'université, notamment d'Oxford. Voilà pour vous présenter rapidement ces deux auteurs, et c'est eux que je vais convoquer dans cette approche de la philosophie classique.
Alors, il faut bien voir que le problème de la connaissance, tel qu'il était abordé par ces philosophes de la période classique, la manière dont ils abordent la connaissance est bien sûr très différente de la manière dont aujourd'hui on pose les problèmes de la connaissance. Nous ne sommes pas bien sûr à la même époque. Et ce qui intéresse avant tout les philosophes, c'est une approche normative de la connaissance. Alors attention sur le terme normatif. Quand je dis l'approche normative de la connaissance, je veux dire que ce qui les intéresse, avant tout, ces philosophes, c'est la question de la vérité. Quand je parle d'approche normative, je veux dire qu'ils appréhendent la connaissance à partir de cette question de la vérité. Qu'est-ce qui fait la vérité d'une connaissance? C'est ça que j'entends par normatif, et non pas au sens commun du terme de quand on dit normatif au sens de ce qui se plie à une certaine conformité sociale. Non, normatif au sens de qu'est-ce qui est la bonne connaissance au regard d'une mauvaise connaissance? Qu'est-ce qui fait la vérité d'une connaissance? On pourrait dire aujourd'hui d'ailleurs que ce n'est pas nécessairement, chez les épistémologues ou même les scientifiques contemporains, ce n'est pas nécessairement la première question qui les préoccupe, la question de la vérité de la connaissance. C'est surtout aujourd'hui la question de l'élaboration de l'objet, qui est l'objet de la connaissance. Or, précisément, chez les philosophes de la période classique, c'est avant tout la question de la vérité qui constitue le fond de leur approche. Première chose que posent ces philosophes classiques, c'est d'abord que le pouvoir de penser, le pouvoir d'émettre de la connaissance, de formuler de la connaissance, pouvoir de penser qu'ils appellent intelligence ou entendement ou raison, tout cela distingue l'homme des autres créatures, l'homme de l'animal. À dire vrai, la chose n'est pas nouvelle, puisque Aristote déjà l'avait posé. Souvenez-vous que Aristote posait comme la spécificité humaine cette capacité de logos, cette capacité de raison, et en même temps capacité de raison qui lui permet d'être un homme politique, zoon politikon, un homme qui est capable de commercer avec ses semblables. Et les philosophes classiques reprennent à leur compte cette affirmation aristotélicienne selon laquelle l'homme, seul l'homme, dispose du pouvoir de penser, et c'est ce qui le spécifie, le distingue des autres créatures du monde vivant. On retrouve cela par exemple chez John Locke, qui dans son essai sur l'entendement humain déclare « L'entendement, entendez la raison, l'intelligence, l'entendement élève l'homme au-dessus de tous les êtres sensibles ». On retrouve également chez Descartes la même approche. Je le cite, « Contrairement aux bêtes qui ne parlent pas, l'homme est un être pensant. Il est doué de raison, il est une âme raisonnable, il est un être conscient. » Voilà donc qui réaffirme le postulat d'Aristote selon lequel c'est la raison, c'est l'intelligence, c'est l'entendement qui fait la spécificité humaine. Ces mêmes philosophes déclarent que la pensée humaine peut s'exprimer en mots, en signes linguistiques, et qui ne sont pas moins humains, bien sûr, que la pensée. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si John Locke consacre un examen au langage par la réflexion suivante. Il montre que Dieu, ayant fait homme pour être une créature sociable, on trouve bien la préoccupation d'Aristote, non seulement lui a inspiré le désir, et l'a mis dans la nécessité de vivre avec ceux de son espèce, mais de plus lui a donné la faculté de parler, pour que ce fût le plus grand instrument et le lien commun de cette société. C'est pourquoi l'homme a naturellement les organes façonnés de telle manière qu'ils sont propres à former des sons articulés que nous appelons des mots. Mais cela ne suffirait pas pour faire le langage, car on peut dresser des perroquets et plusieurs autres oiseaux à former des sons articulés et assez distincts, cependant que ces animaux ne sont nullement capables de langage. On croit lire Aristote, mais il s'agit de John Locke,
Et c'est intéressant, l'idée qu'il précise, en disant que le langage est bien relié à cette capacité de penser, à cette capacité de logos, et c'est ce qui fait bien la différence du langage humain avec les sons que peuvent produire les animaux, à l'image du perroquet. Descartes, lui aussi, va s'intéresser au caractère proprement humain du langage, mais de façon indirecte. Alors, ne faites pas, évidemment, ni de John Locke, ni de Descartes des linguistes. C'était bien loin de ces préoccupations-là. Mais ils saisissent l'un et l'autre l'importance du langage comme capacité à exprimer une pensée. Si j'y insiste d'emblée, c'est parce qu'on va y revenir. Ça va être une des préoccupations de l'un et de l'autre, de regarder quel langage peut exprimer le plus fidèlement, précisément, une pensée. Descartes, lui, donc, va aussi s'intéresser au langage, non pas en tant que linguiste, je vous l'ai dit, mais en tant que philosophe, comme étant là aussi la marque, la preuve que l'homme n'est pas simplement une machine et qu'il est un être précisément au-dessus, parce que c'était la conception de l'époque, au-dessus des autres êtres vivants. Mais ce qui les intéresse sur le langage, ce n'est pas la structuration du langage en tant que tel, ça ce sera l'œuvre des linguistes, précisément, et à commencer par le fondateur de la linguistique structurale, Ferdinand de Saussure. Ce qui les intéresse, ce n'est pas comment est structuré le langage, comment fonctionne, si vous voulez, le langage. Ce qui les intéresse, c'est la performance du langage, c'est-à-dire la capacité du langage à exprimer un résultat de qualité. C'est ça qui les intéresse. Ce n'est pas le fonctionnement du langage, c'est la performance du langage, c'est-à-dire l'efficacité du langage dans sa capacité, précisément, à produire des mots qui sont fidèles à la pensée, et elle-même, cette pensée étant fidèle, je reviendrai aux choses à dire. Alors, c'est bien l'aptitude du langage à refléter un résultat de qualité qui va préoccuper les philosophes classiques. Pour le dire autrement, c'est la vérité réelle ou présumée des connaissances qui retient avant tout l'attention de ces philosophes. Et non pas, encore une fois, n'en faites pas, ce serait un contresens tout à fait malvenu, d'en faire des linguistes. Ils ne s'intéressent pas du tout au fonctionnement du langage humain. Pour eux, si vous voulez, la plupart des philosophes, enfin, c'est le cas des philosophes classiques, de la totalité même, on peut dire, l'opposé d'un univers connu n'est pas un univers qui reste inintelligible. C'est ça qui est important. Je vais m'expliquer là-dessus. Ce n'est pas un univers qui reste inintelligible parce qu'on a une absence de pensée ou de mots. C'est un univers illusoire. C'est ça pour eux. C'est-à-dire que connaître, c'est connaître contre un univers illusoire. C'est-à-dire un univers qui est plein d'erreurs ou d'apparences trompeuses, qui peut être, ces apparences trompeuses, créées par une imagination fertile ou par une pensée qui se déploie dans l'oubli de ses certitudes premières. Au fond, ce monde illusoire, c'est celui d'une parole qui abuse, et qui s'abuse d'ailleurs aussi. C'est-à-dire d'un monde qui n'est pas suffisamment fondé en vérité, précisément. Ça, c'est une des phrases clés que j'aurai l'occasion de redire souvent. Ce qui intéresse fondamentalement les philosophes classiques, c'est de fonder une connaissance en vérité. On verra ce que recouvre cette affirmation essentielle pour les philosophes classiques. Mais je reviens à l'idée que pour eux, ce n'est pas, encore une fois, la connaissance n'est pas la production d'un univers connu contre un univers inconnu qui reste inintelligible. Ça, c'est une préoccupation des scientifiques contemporains. Prenons simplement l'exemple en astrophysique. En astrophysique, vous savez qu'il y a un problème qui reste pour l'instant irrésolu. C'est celui dans notre système solaire, par exemple. On ne s'explique pas bien la raison pour laquelle les planètes qui figurent dans le système solaire ne soient pas entraînées par un effet, par la force centrifuge, à quitter finalement le système solaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment l'attraction exercée par le Soleil n'est pas suffisante, on le sait, pour maintenir les planètes dans l'ensemble de l'orbite du système solaire, et pourtant, évidemment, les planètes ne sortent pas du système solaire.
Alors, il y a évidemment des théories qui sont émises, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas l'expliquer parce qu'on n'a pas encore les modèles mathématiques, les modèles physiques, et on n'a pas encore une observation qui permette de le montrer, on n'a pas les outils qui permettent de rendre ce problème intelligible. Mais on ne dit pas qu'il est illusoire. Les astrophysiciens contemporains ne disent pas que cette question est simplement le fruit d'une imagination. Non, il s'agit d'un réel problème qui n'est pas encore résolu parce qu'on ne dispose pas des outils d'intelligibilité pour justement résoudre cette question. Or, à l'époque, encore une fois, des philosophes classiques, ils ne raisonnent pas de cette manière. Pour eux, il y a un monde connu et il y a un monde illusoire, ce qui est tout à fait différent de l'épistémologie contemporaine. C'est pour ça que je dis que le problème de la connaissance est abordé à l'époque classique principalement sous l'angle d'une perspective normative, c'est-à-dire, encore une fois, d'une perspective qui entend fonder la connaissance en vérité. Il s'agit, pour le dire plus simplement, il s'agit de garantir la certitude des connaissances. Il s'agit, c'est une formule sur laquelle je reviendrai, il s'agit de garantir les connaissances de tout doute. Il s'agit de placer la connaissance hors du doute. C'est ça la préoccupation centrale des philosophes classiques. Pour cela, bien sûr, il s'agit de combattre le scepticisme radical. Les philosophes classiques considèrent que la connaissance est possible. Le sceptique radical, lui, considère que tout le monde est illusion et que finalement toute connaissance est impossible. Ça n'est pas la position ni de Descartes ni de John Locke. Ils considèrent que la connaissance peut exister, mais elle ne peut avoir ce statut de connaissance qu'à la condition et à la seule condition d'être fondée en vérité. Voilà le sens profond que désigne l'approche normative de la connaissance, qui est une caractéristique de la philosophie classique. Et l'un et l'autre insistent sur le fait qu'on ne peut affirmer que ce qui peut être affirmé sans le moindre doute. C'est ça l'idée de fonder la connaissance en vérité. Sinon, eh bien, on s'abstient d'affirmer ou on reste dans une probabilité. Mais dans tous les cas, on ne peut affirmer que ce qui est placé hors du doute. Et toute leur œuvre, tout leur effort va essayer précisément de rechercher la méthode pour fonder une connaissance qui soit placée hors du doute. On peut dire que cette problématique de la valeur de la connaissance, c'est-à-dire de ce qui fait la vérité ou non de la connaissance, elle est tellement dominante à l'époque qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas affaire à une théorie de la connaissance, véritablement, au sens où il n'y a pas une théorie scientifique proprement explicative. On ne cherche pas à expliquer les conditions nécessaires à l'élaboration de la connaissance. Ce n'est pas l'explication qui importe, c'est encore une fois l'approche normative, c'est la préoccupation centrale des philosophes classiques, c'est bien de comprendre ce qui peut être une connaissance vraie, une connaissance juste, une connaissance fondée en vérité. C'est pour cela qu'on a affaire, aussi bien chez John Locke que chez Descartes, essentiellement à un discours normatif sur la connaissance. Un discours normatif, c'est-à-dire c'est le choix plus ou moins avoué d'un idéal de connaissance qui est en jeu. Qu'est-ce qui est important? Quel doit être l'idéal de la connaissance et voir ensuite les conditions à réunir pour satisfaire cet idéal. Mais il ne s'agit pas d'expliquer, en quelque sorte, d'avoir une théorie générale de la connaissance, une théorie explicative, qui rendrait compte des conditions de possibilités qui permettent d'expliquer ce que peut être une connaissance. Non, ça n'est pas la préoccupation des philosophes classiques, c'est bien, encore une fois, de comprendre comment une connaissance peut être fondée en vérité. Pour les philosophes classiques, cette connaissance ne peut être fondée en vérité, c'est toute la thèse de John Locke et de Descartes, que si cette connaissance est à l'image de la chose à connaître. Ça, c'est fondamental. Une connaissance en vérité, fondée en vérité, c'est une connaissance
je vous ai dit fondée hors le doute, c'est-à-dire une connaissance qui est capable de refléter fidèlement la chose à connaître. Alors, évidemment, dit comme cela, ça peut vous paraître évident, mais vous allez voir que précisément cela se discute. Et que c'est tout l'objet du cours, va être centré autour de cette question centrale. On verra que cela peut paraître évident, et pourtant, cette idée selon laquelle la connaissance peut être fondée en vérité, c'est-à-dire peut être représentative, au sens de fidèle à la chose à connaître, eh bien, elle sera précisément battue en brèche par Kant d'abord, et après Popper et Bachelard. Alors, on peut penser spontanément que la connaissance que l'on produit est fidèle à la chose à connaître. Eh bien, vous verrez qu'épistémologiquement, c'est une position qui n'est pas tenable. Mais pour l'instant, il faut comprendre la manière dont cette position va être construite par les philosophes classiques. Mais sachez d'emblée que cette position qui peut paraître spontanément évidente, eh bien précisément n'est rien moins qu'évidente, et on le verra avec Kant, qui contestera cette affirmation, et Popper et Bachelard, dans le prolongement de Kant, appuieront encore davantage la critique, en montrant que précisément l'idée qu'il peut y avoir une connaissance fondée en vérité, c'est-à-dire représentative de la chose à connaître, est parfaitement contestable. Mais pour l'heure, on n'en est pas là. On va d'abord essayer de comprendre justement comment John Locke et Descartes vont justifier cette idée selon laquelle une connaissance est fondée en vérité que dans la mesure où elle est capable de refléter fidèlement la chose à connaître. C'est tout l'enjeu de ce que je vous propose d'aborder à présent. La présentation traditionnelle que l'on fait des philosophes classiques, c'est de distinguer entre les empiristes et les idéalistes. Alors, évidemment, cette distinction a un sens, elle correspond à une réalité, mais on va voir que la manière dont on les oppose est peut-être parfois un peu rapide. Et je verrai d'ailleurs d'abord les points communs de ces deux courants, pour après voir effectivement leurs différences respectives. Alors, je répète, dans la philosophie classique, on a l'habitude de distinguer deux grands courants, deux grandes approches, les empiristes, qui se rangent sous la bannière de John Locke, et les idéalistes, dont le chef de file est René Descartes. Ce sont deux grands courants de la philosophie classique que je vais analyser plus en détail, et qui vont tous les deux chercher, comme je viens de le dire en introduction, qui vont chercher à fonder la connaissance en vérité, qui vont privilégier une approche normative de la connaissance, c'est-à-dire, encore une fois, chercher à façonner une connaissance hors du doute. C'est-à-dire, pour être encore plus précis, chercher une connaissance qui soit sans écart par rapport aux choses, une connaissance qui reflète, qui soit représentative de la chose à connaître. Alors, souvent, on considère que, dans cette séparation entre les empiristes et les idéalistes, que les empiristes accordent le privilège à l'objet, que finalement, c'est l'expérience, pour eux, qui serait le principe logique de la connaissance. Part de l'expérience pour accéder à la connaissance. Et ils insistent donc, les empiristes, sur la réceptivité du sujet, le sujet qui observe, ou qui expérimente, réceptivité du sujet dans la constitution des connaissances. Le sujet doit être réceptif à l'expérience de façon à pouvoir ériger une connaissance. Alors qu'on oppose donc aux empiristes les idéalistes qui accordent la priorité non plus à l'objet, mais au sujet. Au sujet, c'est-à-dire au sujet qui, finalement, ou si vous préférez, à l'activité du penseur, et ce n'est pas l'expérience qui constitue précisément le point de départ de la connaissance, c'est l'activité du penseur qui constitue le point de départ et même le point constant de l'activité de la connaissance. Alors, cette distinction n'est pas fausse, bien sûr. Il n'est pas faux de dire que les empiristes partent de l'expérience et que les idéalistes partent de l'activité du sujet pensant. Mais on ne doit pas oublier que l'un et l'autre reconnaissent malgré tout que
l'importance de l'activité du sujet pensant. Même si pour les empiristes on part de l'expérience, il reste malgré tout que c'est le sujet pensant qui élabore la connaissance. On dit l'expérience ne parle pas d'elle-même. Il faut bien qu'il y ait un sujet qui la fasse parler. C'est ça l'idée. Les idéalistes, de la même façon, reconnaissent que c'est le sujet pensant, que même si, je vais y venir, il y a des idées, des sortes d'idées innées, il n'empêche que c'est le sujet pensant qui les met en œuvre. C'est lui qui élabore la connaissance. Donc, distinction entre l'un et l'autre, assurément, mais il n'y a pas une opposition radicale, puisque si l'un part de l'expérience et l'autre de l'intuition, il n'empêche que tous deux reconnaissent l'importance de l'activité du sujet pensant. Alors on va commencer alors oui, en vous précisant que l'un et l'autre aussi, c'est l'autre point commun, c'est qu'ils essaient de fonder la connaissance du sujet, encore une fois, de garantir, pour le dire autrement, de garantir le caractère indubitable, incontestable, de la conformité des pensées du sujet à l'objet en soi. Je répète, ça c'est une phrase tout à fait importante, une formulation importante, c'est que ils poursuivent l'un et l'autre, que ce soit par le biais de l'expérience ou par l'intuition, ils poursuivent la quête d'une connaissance incontestable, c'est-à-dire d'une connaissance qui soit où les pensées du sujet soient conformes à l'objet en soi. Puisque je vous rappelle que pour les philosophes, de manière générale, ce qui importe, c'est de comprendre la chose en soi. C'est ça qu'on appelle l'ontologie, l'être en soi ou la chose en soi. C'est-à-dire que la vérité repose sur cette capacité que l'on a à déceler la nature profonde des choses, l'objet en lui-même, et non pas à partir de choses qui lui seraient extérieures. Alors commençons par les idéalistes. Descartes est à la recherche, je vous l'ai dit, d'un fondement certain pour la construction d'un ordre de connaissance. Il veut, encore une fois, être assuré de pouvoir fonder une connaissance qui soit hors du doute. Et il va découvrir, il va chercher une base inébranlable à cette activité du penseur, à ce discours rationnel qu'il entend développer, et il va considérer que cette base inébranlable, elle repose sur précisément une certitude immédiate, une certitude subjective immédiate d'être un être pensant. Il est persuadé, pour lui, la certitude qu'on ne peut pas discuter, qui est inébranlable, c'est que je suis un être pensant. Je suis un être pensant, que je pense toutes sortes de pensées, des sensations, des souvenirs, des images, des concepts, mais dans tous les cas, je suis une substance pensante. C'est ça la certitude première d'un Descartes. Elle est résumée dans une formule célèbre, le cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. C'est la certitude première, c'est une certitude inébranlable. Je suis assuré d'être un être pensant. Et c'est parce que je suis un être pensant que j'existe, et j'existe par cette activité de l'être pensant. Mais cette certitude, chez Descartes, va s'accompagner d'une inquiétude, qu'on appellera l'inquiétude cartésienne d'ailleurs. Elle va s'accompagner d'une inquiétude forte pour Durkheim. C'est que si je suis assuré d'être un sujet pensant, donc d'avoir des idées qui sont les miennes, je découvre en même temps le recul de l'objet. C'est-à-dire que l'objet est indépendant, justement, de l'être pensant. Comment, dès lors, établir un lien entre cette certitude que j'ai de penser, toutes sortes d'idées, et l'objet qui est extérieur à moi? Comment établir le lien? Comment établir le pont? Et comment, finalement, reconquérir une réalité indépendante de l'esprit? Puisque, encore une fois, la seule certitude que j'ai, c'est d'être un être pensant,
Finalement, tant que je raisonne sur des idées, je suis assuré d'une connaissance, mais si ces idées portent sur un monde indépendant des idées, eh bien, il y a inquiétude, source d'angoisse pour Descartes, puisque je ne suis pas assuré, finalement, que mes idées soient conformes à la chose extérieure, qu'elles soient conformes à qu'elles reflètent précisément, finalement, l'objet en soi. Puisqu'encore une fois, l'objet en soi, je ne peux pas y accéder en tant que tel, je ne suis pas assuré de sa certitude. La seule certitude que j'ai, nous dit Descartes, c'est que je suis un être pensant. Je ne nie pas, dit Descartes, le fait qu'il y a un monde indépendant de l'esprit, contrairement aux sceptiques radicaux, qui considèrent que tout le monde est illusoire, donc de façon que les objets aussi sont illusoires. Non, ça n'est pas la position de Descartes. Descartes considère qu'il y a bien une réalité indépendante de l'esprit, mais tout le problème est d'établir à ce moment-là la réalité de cet esprit dont je suis assuré qu'il existe, que l'être pensant est bien une certitude. Comment je peux établir le lien entre cette certitude de l'être pensant et ce monde des objets, qui est extérieur, qui est dans un autre univers. Voilà l'inquiétude cartésienne, et encore une fois, je vais le dire autrement, Descartes ne peut se contenter finalement de l'idée subjective de son être pensant, puisqu'il s'agit de connaître aussi une réalité qui est située en dehors de l'être pensant, d'où son angoisse. Et il va essayer justement de trouver une solution au problème qu'il se pose, à l'angoisse qui est la sienne. Il veut être assuré de connaître la chose telle qu'elle est en elle-même, et non pas une chose qui serait totalement, radicalement différente, justement, de cette capacité qu'a l'être pensant de produire des idées. Voilà l'angoisse cartésienne. On verra après comment Descartes, évidemment, il va s'employer à trouver une solution. Il va la trouver, naturellement. Il va essayer de trouver ce lien qu'il y a entre cette certitude de l'être pensant et ce monde des objets dont il veut, encore une fois, être assuré qu'il peut connaître l'objet en soi, dans sa vérité essentielle, dans sa nature profonde. Voyons du côté des empiristes. John Locke prend acte, de la même façon que Descartes, de la même certitude immédiate que Descartes, l'homme est un être pensant. Je vous l'ai dit. Donc, de ce point de vue-là, ils se rejoignent. Mais il va se séparer de Descartes dans la méthode, en quelque sorte, dans la façon dont il envisage le point de départ de la connaissance. Pour Descartes, c'est très clair, c'est le sujet pensant. C'est ça le départ de la connaissance. Pensant sur des idées premières. Pour John Locke, il ne s'agit pas de cela. Il pense que c'est l'expérience sensible qui doit fournir, de quoi fonder la connaissance. On doit partir de l'expérience sensible. C'est le point de départ logique de la connaissance. Là, il se sépare très nettement de Descartes. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dira de John Locke qu'il est un empiriste et non un idéaliste, puisque l'idéaliste cherche à fonder la connaissance sur le monde des idées, sur le sujet pensant des idées, alors que précisément John Locke, lui, veut partir de l'expérience sensible. C'est cette expérience sensible qui doit fournir, encore une fois, de quoi fonder la connaissance. Pour le dire autrement, les idées et les connexions d'idées, puisque John Locke ne nie pas bien sûr que c'est le sujet pensant qui doit produire la connaissance, mais il doit le faire à partir de l'expérience sensible. Dans la manière d'ordonner les idées, les connexions d'idées, les empiristes croient pouvoir s'appuyer sur une origine sensible. Et ces idées, elles sont acquises à l'occasion d'un contact contingent aux choses particulières. C'est-à-dire que pour John Locke, on ne peut fonder une connaissance que si les idées sont produites directement à l'occasion d'un contact sensible aux choses particulières. Ce ne sont pas donc, comme chez Descartes, des idées innées, ce ne sont pas des notions innées, ce sont les choses elles-mêmes
qui doivent, en quelque sorte, John Locke n'a pas l'angoisse d'un Descartes. Pourquoi? Parce que pour lui, il part pas du même point de vue, vous l'avez compris, il part de l'expérience sensible. Donc pour lui, de toute façon, il y a d'emblée une coïncidence, même un rapport immédiat, entre le contact sensible des choses et l'apparition, en quelque sorte, des idées. Il n'y a pas, et il ne se pose pas de la question de l'écart entre le monde des idées et le monde des choses, puisqu'il fait partir les idées de ce contact aux choses. Vous comprenez bien qu'il n'a pas, du coup, la même inquiétude que Descartes. Il ne doute pas, bien sûr, comme Descartes, de l'existence d'un monde qui soit non seulement indépendant de l'esprit, mais aussi qui est différent de l'esprit. De ce point de vue-là, il rejoint Descartes. Il ne doute pas, il n'est pas, là aussi, comme Descartes, il n'est pas un sceptique radical. Il ne croit pas que le monde des choses soit pure illusion, comme pourrait l'affirmer, comme l'affirmeront un certain nombre de sceptiques radicaux de l'époque. Si on affirme cela, disent l'un et l'autre, Descartes et John Locke, eh bien toute connaissance est impossible. Non. Leur position est bien d'admettre une existence, un monde indépendant de l'esprit, c'est un monde différent, mais en ce qui concerne John Locke, il se croit assuré que ses pensées sont adéquates aux choses, puisque précisément les pensées lui viennent, encore une fois, de ce contact sensible aux choses. Donc il n'y a pas, pour John Locke, cette difficulté que rencontre Descartes, il n'y a pas un pont à établir entre l'esprit, les idées et les choses, puisque de toute façon, les idées et les choses lui viennent de ce contact immédiat aux choses. Dans tous les cas, John Locke se croit assuré de ses connaissances, puisque ses pensées lui semblent adéquates aux choses. Le point commun de l'un et l'autre, si John Locke n'a pas les mêmes angoisses métaphysiques que Descartes, il n'empêche qu'il va vouloir bien s'assurer que la méthode que l'on choisit dans la connaissance scientifique soit bien celle qui permette d'émettre des idées dans le respect de la chose à connaître, dans la fidélité de la chose à connaître. Il a bien cette préoccupation-là. Ce n'est pas la même angoisse que Descartes, on est bien d'accord. Mais il n'empêche qu'il entend aussi définir une méthode qui l'assure que, effectivement, les idées qu'il émet sont bien le reflet de ce contact immédiat aux choses. Autrement dit, que ce soit du côté des idéalistes ou des réalistes, des idéalistes ou des empiristes, excusez-moi, des idéalistes ou des empiristes de l'époque classique, tous deux veulent retrouver le monde sans aucune médiation, sans aucun intermédiaire qui pourrait le défigurer ou rendre douteuses les connaissances. Encore une fois, que ce soit du côté des idéalistes, il faut produire des idées qui soient conformes à la chose à connaître, à la chose en soi. De la même façon que pour les empiristes, il s'agit bien de produire des connaissances à partir d'une expérience sensible, mais ces idées doivent être aussi conformes, justement, à la chose en soi. Le problème qui se pose à eux, à l'un et l'autre, c'est qu'ils reconnaissent que leur première certitude immédiate est celle qu'ils ont des idées en tête et non des choses. C'est des idées d'abord qu'ils ont en tête. Je vous ai dit, c'est aussi vrai pour Descartes, c'est le cogito ergo sum, mais c'est vrai aussi pour John Locke. John Locke est bien conscient que c'est de l'activité du penseur. C'est le penseur qui a des idées. Les idées ne sont pas contenues dans les choses. Ce n'est pas du tout la position de John Locke. Les idées sont contenues dans l'esprit du penseur. Or, précisément, le problème qui se pose à eux, c'est comment être assuré que les idées que l'on a en tête soient bien conformes aux choses, qu'elles recoupent bien l'objet en soi. C'est bien, pour Descartes et pour John Locke, le problème est le même de ce point de vue. Finalement, ils veulent s'assurer de ce qu'on dira, on commencera à dire à l'époque d'ailleurs, de l'objectivité de la connaissance.
objectivité est à entendre ici de la conformité des pensées aux choses à connaître. C'est bien ça leur préoccupation première. Comment produire une connaissance objective, c'est-à-dire une connaissance qui soit conforme à la chose à connaître, qui révèle l'objet en soi, alors même qu'on est assuré que d'une seule certitude, c'est d'avoir des idées, d'être un sujet pensant. Le problème posé ici est évidemment redoutable. Il débouche sur une véritable aporie. Aporie, c'est la contradiction interne à un raisonnement. C'est une véritable aporie, effectivement, qui s'oppose à eux. Comment penser objectivement les choses par une pensée qui, par essence, exclut la chose? Je répète, l'aporie fondamentale qui s'oppose aussi bien à Descartes qu'à John Locke, vous avez bien compris, dans des proportions différentes. Comment penser objectivement les choses par une pensée qui, par essence, exclut la chose? L'un et l'autre vont répondre à cette aporie, à cette contradiction fondamentale. Contradiction, je le répète, qui tient au fait que ce soit John Locke ou Descartes, ils sont assurés simplement d'une certitude, c'est que l'être produit des idées. L'être est un sujet pensant. Tant que l'être produit des idées, tant que l'être pensant pense des idées, le problème ne se pose pas, le problème de la connaissance ne se pose pas. Mais à partir du moment où le sujet pensant émet des idées qui portent sur des choses, alors là, pour Descartes, c'est une véritable angoisse. Pour John Locke, c'est une interrogation. Comment garantir la certitude que les idées que l'on a au contact de l'expérience soient bien fidèles à la chose à connaître? Donc, dans tous les cas, il y a bien, chez l'un et l'autre, cette difficulté proprement épistémologique à résoudre cette contradiction. Comment penser objectivement, comment penser des objets, alors même qu'on est assuré qu'une seule chose, c'est que nous sommes capables de produire des pensées, mais nous ne savons pas comment établir le lien, en tout cas être sûr que le lien qui soit établi entre la pensée et les objets soit bien un lien représentatif, qu'on représente bien la chose. Alors, ils vont répondre à cette aporie, à cette contradiction, et ils vont argumenter en disant que la pensée opère à partir d'éléments de base qu'elle ne constitue pas elle-même. C'était la seule manière de s'en sortir. Puisque, on va voir ce que ça veut dire après, bien sûr. Si je ne suis assuré que des idées, c'est-à-dire celles qui sont émises par le sujet pensant, il n'y a que ça dont je suis assuré de la certitude, et que la chose, je ne suis pas du tout certain de pouvoir assurer que les idées que je vais émettre sont conformes aux choses à connaître. Eh bien, la seule façon de s'en sortir, c'est de considérer que les idées que je vais produire, eh bien, elles ne sont pas constituées, en quelque sorte, par le penseur lui-même. Alors, c'est une chose qui peut nous paraître un peu invraisemblable, mais vous allez voir quelle réponse, plus précisément, les philosophes de l'époque classique vont donner à cette question d'éléments de base, qui, encore une fois, ne se constituent pas à partir de la pensée elle-même. Ce sont des idées d'un certain type, qui sont données sensuellement pour les empiristes et intuitivement pour les idéalistes. Alors elles portent un nom. John Locke parlera de idées simples et Descartes parlera d'idées distinctes. Et ce sont ces idées, ce sont des éléments de base qui ne sont pas constitués par la pensée elle-même, en quelque sorte, par une élaboration conceptuelle, on pourrait dire, de façon plus contemporaine. Elles s'imposent au sujet pensant, c'est ça l'idée. Elles s'imposent au sujet pensant. Elles s'imposent soit sensuellement, soit intuitivement, mais elles s'imposent au sujet pensant. Elles ne procèdent pas de l'activité même du sujet pensant, elles s'imposent à lui. Alors, évidemment, la question que vous pouvez vous demander, c'est d'où viennent-elles? On y viendra tout à l'heure. Ce sont donc des idées reçues. Et ce ne sont pas des idées, encore une fois, contrairement aux idées que le penseur peut penser, ce sont des idées qui sont immédiatement
spéculaires. Spéculaire, hein, speculum, hein, ça vient du miroir. Speculum, c'était le miroir. Hein. Donc ce sont des idées qui sont fidèles à l'objet. Ce sont des idées premières, mais elles ont l'immense mérite, par rapport aux idées du sujet pensant, elles ont l'immense mérite, aux yeux des philosophes classiques, d'être fidèles à l'objet. Elles sont conformes aux éléments ultimes de la réalité. Vous imaginez, des idées finalement de base, des idées de base qui ne viennent pas de l'activité du sujet pensant, on verra d'où elles viennent plus tard, ce sont des idées de base, et ces idées de base ont le mérite inestimable aux yeux des philosophes d'être fidèles à l'objet en soi. Elles sont conformes aux éléments ultimes de la réalité. Alors, évidemment, ces idées sont, dans ce sens-là, représentatives. Alors, représentative, il faut le prendre au sens étymologique du terme. Représenter, ça veut dire présenter de nouveau. Présenter de nouveau la chose. L'idée de représentative, ça veut dire qu'on présente de nouveau la chose, mais dans la fidélité de cette chose. C'est l'essence même de la chose que l'on présente de nouveau, à travers les mots ou à travers ces éléments de base, hein, ces idées premières, ces idées reçues, hein, ces idées qui s'imposent au sujet pensant. Elles ont l'immense, encore une fois, mérite d'être représentatives, c'est-à-dire qu'elles présentent de nouveau la chose, mais dans la fidélité de l'essence même de cette chose. Alors, évidemment, Descartes va insister, compte tenu de ce postulat, de son côté, sur la nécessité, justement, d'accéder à ces idées de base, ces éléments de base, puisque c'est ce qui va constituer le socle de la connaissance, c'est ce qui va garantir le caractère indubitable de la connaissance, hein, c'est ces idées premières, ces idées reçues, ces idées qui s'imposent, encore une fois, au sujet pensant, et il va insister sur la nécessité de décomposer les problèmes. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas accéder à ces idées si on ne décompose pas les problèmes, et il demande, dans l'œuvre de connaissance, à ce qu'on réduise des propositions intriquées et obscures à des propositions les plus simples qui soient, qui rapportent des idées distinctes à d'autres idées distinctes. Il s'agit finalement de revenir à une sorte d'idée élémentaire, et seule cette idée élémentaire, si on se laisse justement par l'intuition, si on se laisse prendre par ces idées, eh bien on va arriver à des idées distinctes qui sont, encore une fois, conformes à la chose à connaître. Elles vont refléter fidèlement l'objet. Elles vont être représentatives. Elles vont présenter de nouveau l'objet, hein, mais dans sa fidélité précisément à la chose. Et donc, il exige qu'on commence toute œuvre de connaissance par l'examen des intuita, hein, c'est-à-dire justement des idées claires, distinctes, qui sont immédiatement présentes à l'esprit, parce que ce sont ces idées immédiatement présentes à l'esprit, encore une fois, qui sont seules, hein, dotées de cette qualité d'être représentatives, c'est-à-dire, encore une fois, de présenter fidèlement la chose à connaître. Pour lui, donc, tout l'effort de la connaissance, pour être fondé en vérité, pour être garanti, pour être fondé hors du doute, pour être garanti au sens normatif du terme, eh bien, c'est précisément d'arriver à l'énoncé clair d'idées distinctes qui sont représentatives. Alors, je n'ai toujours pas répondu à la question que je me suis posée et que je vous renvoie. D'accord, on peut suivre Descartes et John Locke dans cette tentative de repérer donc ces idées premières, ces idées reçues, ces idées qui s'imposent à l'esprit, mais d'où viennent-elles? D'où viennent-elles ces idées, ces éléments de base, hein, de la connaissance? Si elles ne viennent pas, je vous l'ai dit, elles ne viennent pas de l'activité du penseur en tant que telle, puisque ce sont des éléments de base qui s'imposent à l'observateur. Donc elles ne sont pas le résultat d'une activité du penseur. D'où viennent-elles? La réponse, bien sûr, que vont donner à la fois John Locke et René Descartes va surprendre, bien sûr, nos esprits de contemporains. Elle est, bien sûr, cette réponse, elle est totalement inadmissible
pour une épistémologie contemporaine. Vous allez comprendre pourquoi. La réponse que donnent John Locke et Descartes, d'où viennent ces idées premières, ces idées simples pour John Locke, claires et distinctes pour Descartes? Eh bien, elles viennent de l'activité du Créateur. Elles nous viennent de Dieu. Alors évidemment, c'est un tour de passe-passe, si je puis dire, qui fait bien l'affaire des deux philosophes, mais elle est tout à fait conforme à l'esprit du temps. N'oubliez pas que nous sommes encore dans un temps où la conception théologique du monde a son importance. On réfère à Dieu, la création du monde. Eh bien, pourquoi ne pas référer à Dieu, justement, ces idées spéculaires, c'est-à-dire ces idées premières, ces éléments de base de la connaissance, ces idées premières qui ont, encore une fois, l'immense mérite d'être représentatives, c'est-à-dire d'être fidèles à la chose en soi, à la chose à connaître. Eh bien, ils avaient besoin effectivement de ce coup de pouce, si je puis dire, de Dieu, pour finalement arguer de la possibilité de dégager des éléments de base représentatifs, encore une fois, de la chose à connaître. Et pour eux, c'est d'autant plus important que ces idées simples, ces idées claires et distinctes, non seulement sont représentatives, je vous l'ai dit, mais elles sont donc incontestables, elles placent la connaissance hors du doute, mais surtout, elles sont dénombrables. Elles ne sont pas en nombre illimité d'ailleurs. Elles sont dénombrables et l'idée aussi bien de John Locke que de Descartes, c'est de pouvoir complètement les énumérer. C'est-à-dire les repérer bien sûr et les énumérer de sorte qu'on peut aboutir à une connaissance exhaustive. Laissons-nous finalement imprégner de manière sensuelle ou intuitive, sensuelle chez les empiristes, intuitive chez les idéalistes, laissons-nous nous laisser impressionner au sens de l'impression du négatif dans la photo, laissons-nous impressionner par ces idées claires et distinctes, à la manière de l'image qui vient faire impression sur un négatif, eh bien, on pourra les énumérer et accéder ainsi à une connaissance exhaustive du monde. Elle bénéficierait en plus d'une certitude inébranlable et même la connaissance elle-même, à partir du moment où les idées, je vais y revenir plus tard, mais à partir du moment où les idées procédant de l'activité du sujet pensant sont en lien avec ces idées de base inébranlables, eh bien, à ce moment-là, on peut aboutir à un ordre de connaissance, un ordre global de connaissance qui serait conforme à l'ordre du monde. C'est ça que aspire, ce à quoi croient fondamentalement John Locke et René Descartes. Ils pensent qu'avec ce dénombrement des idées simples pour John Locke, claires et distinctes pour Descartes, eh bien, on peut bâtir un ordre de connaissance qui serait totalement conforme à l'ordre du monde. Donc, une connaissance exhaustive, une connaissance représentative, au sens conforme à l'ordre du monde. Autrement dit, la première certitude subjective du penseur, le cogito ergo sum, je pense donc je suis, cette première certitude subjective, qui est celle de penser des pensées, souvenez-vous, eh bien, elle peut être relayée par une seconde certitude, non moins fondée, qui est celle de l'objectivité d'idées inanalysables. L'objectivité, je vous rappelle, fidélité de la chose en soi. Donc, je répète, la première certitude subjective, il trouve la solution finalement. La première certitude subjective qui est celle du penseur, celle de penser des pensées, je vous ai dit que c'est la seule certitude, aussi bien chez John Locke que chez Descartes, eh bien peut être reliée à présent avec ce détour par ces idées premières, par ces idées qui s'imposent à l'activité du penseur, elle peut être reliée par une seconde certitude qui est celle de l'objectivité, c'est-à-dire de la fidélité de la chose en soi, d'idées inanalysables, ce sont ces idées premières que j'évoquais, à la manière, si vous voulez, dont on a pensé pendant longtemps que l'atome était l'ordre de réalité en physique ultime, ce qui était le socle à partir duquel pouvait se bâtir toute une physique, ou l'atome, je voulais dire, excusez-moi, pas la cellule, l'atome pouvait être
Donc cet élément de base, à partir duquel finalement on pouvait bâtir toute une physique, bon, on sait aujourd'hui que l'atome peut être évidemment, il y a bien au-delà de l'atome, hein, on peut le dissocier, on peut l'analyser, mais l'idée c'était cela, c'était l'idée d'avoir des idées inanalysables qui faisaient socle, hein, au-delà duquel il n'y avait rien finalement, et ce socle était paré non seulement d'une objectivité au sens fidèle à la chose en soi, mais en plus permettait d'élaborer une connaissance exhaustive. Donc la connaissance pour les philosophes classiques ne peut être connaissance que si elle est fondée, et elle ne peut être fondée que si la pensée, si l'activité du penseur est rapportable, justement, si les idées que ce penseur émet au cours de son activité de sujet pensant, si ces idées sont rapportables à ces éléments de base, ces éléments de connaissance irréductibles, dont l'objectivité ne fait pas le moindre doute, hein, puisqu'ils sont donnés à l'activité du sujet pensant. Deo adjuvante, c'est-à-dire Dieu aidant, hein, encore une fois, puisque ces idées sont soufflées par le Créateur. Alors, cette opposition va avoir un effet sur le plan de la conception du langage à l'époque classique. Puisque je vous ai dit que pour les philosophes classiques, c'est le langage qui exprime la pensée. Je vous le dis au passage, cette affirmation qui peut paraître très banale sera totalement battue en brèche, hein, par notamment le fondateur de la linguistique structurale. J'y viendrai tout à l'heure. Hein. Mais en tout cas, leur idée, c'est qu'il y a une pensée, puis c'est le langage qui exprime la pensée. Il y aurait une pensée constituée, puis le langage exprimerait la pensée. Alors, ce langage doit également pouvoir refléter ce qui se donne à voir au contact direct des choses. Il ne faut pas que le langage, finalement, vienne trahir la pensée. C'est un peu ça l'idée, hein, puisque ces idées simples, il faut qu'elles trouvent à s'exprimer dans un langage qui soit aussi conforme, hein, à la chose à connaître. Il faut pouvoir donc créer un langage immédiat, de la même façon qu'il y a une pensée immédiate. Je vous ai dit, ces éléments de base, hein, que j'évoquais, hein, ces idées premières, ces idées reçues, ces idées qui s'imposent à l'activité du sujet pensant, ces idées représentatives, elles sont immédiates, puisqu'elles ne résultent pas de l'activité du sujet pensant, je vous l'ai dit. Ce sont des idées immédiates qui s'imposent à lui, puisque c'est Dieu, hein, qui est derrière. Eh bien, il va falloir trouver de la même manière un langage immédiat, hein, qui ne fait que représenter, je vous dis encore une fois, présenter de nouveau la chose dans la fidélité de la chose en soi. Il faut que ce langage immédiat soit en mesure de refléter fidèlement la chose en soi. Et c'est ce qui amène John Locke et Descartes à proposer précisément deux types de langage immédiats, qui viennent des deux points de vue évidemment différents dont ils partent. Un premier langage où transparaît, ou du moins devrait transparaître, l'expérience primordiale des sens. Il faut qu'il y ait un langage qui soit en mesure, hein, de refléter l'expérience primordiale des sens, langage immédiat. Et deuxième, vous connaissez bien évidemment dans le premier le point de vue des empiristes, le deuxième où transparaît, ou devrait transparaître, l'intuition originelle de l'esprit, c'est le langage immédiat que cherchent bien sûr les idéalistes. C'est à partir du moment où on sera en mesure de bâtir ce langage, donc qui soit fondé en vérité, hors du doute, qui soit garanti de certitude, qu'on pourra, à ce moment-là, transformer la certitude privée de l'expérience, hein, ou sensible, ou de l'intuition mentale, hein, empiriste idéaliste, on pourra transformer la certitude privée de l'expérience sensible ou de l'intuition mentale en possession publique, hein, puisqu'on sera garanti, hein, encore une fois, que ce langage, on sera en mesure de garantir l'adéquation du langage à la chose à connaître. À partir de ce moment-là, il est possible de faire du langage, par le langage, de cette certitude privée, une possession publique, de le faire partager, autrement dit, à d'autres. Alors, pour cela, il incombe bien sûr à l'homme de brider une imagination, hein, qui pourrait faire dévier le langage de son destin représentatif.
Encore une fois, il faut toujours que ce langage immédiat se conforme, s'articule aux idées premières, à ces idées simples et distinctes, à ces idées simples chez John Locke, à ces idées claires et distinctes chez Descartes. Mais dans tout le cas, il faut que ce langage immédiat soit en mesure aussi de refléter fidèlement, encore une fois, la chose à connaître. C'est pour ça qu'il faut que le langage se méfie de toute imagination, imagination a priori ou a posteriori, de façon à que les mots restent fidèles aux choses. John Locke, d'ailleurs, consacre de l'attention à cette capacité du langage à pouvoir refléter, encore une fois, à travers les mots, les choses. Et pour lui, c'est essentiel parce que c'est à partir de là où le langage peut être un instrument au service de la coopération sociale. Et il permet finalement ce passage que j'ai évoqué tout à l'heure de la certitude privée en une position publique, c'est-à-dire que la connaissance, à partir du moment où on est assuré que le langage est immédiat, au sens où il reflète bien la chose en soi, eh bien, le langage peut être l'instrument de communication qui fait passer le domaine de la connaissance de la sphère privée à la sphère publique. Descartes, lui, envisage de développer une langue universelle, une langue, encore une fois, une langue qui soit capable, j'insiste de nouveau, de représenter la chose, et une langue universelle, et il caresse son idéal de connaissance, c'est finalement la mathésis universalis, c'est-à-dire la mathématique universelle. Il croit voir dans la mathématique donc ce langage universel qui permettrait, encore une fois, de représenter la chose, c'est-à-dire d'être ce langage qui ne déforme pas, finalement, la chose à connaître. Et ce serait une langue construite par un penseur conséquent, qui aurait l'ambition de dénombrer toutes les idées simples. C'est cette mathématis universalis, c'est l'idée de dénombrer toutes les idées simples, sans aucune omission, et qui seraient des idées qui permettent d'unifier la totalité des connaissances à partir de quelques intuitions premières évidentes. Donc je répète, cette mathématis universalis, cette mathématique universelle, son objet, c'est de repérer des idées simples, de les dénombrer, bien sûr, et de façon à pouvoir à la fois élaborer une connaissance sur ce socle de base inébranlable et en même temps d'unifier la totalité des connaissances à partir de quelques intuitions premières évidentes au sens placé hors du doute. Alors Descartes d'ailleurs ne commençait pas lui, qui élabora cette mathématique universelle, c'est Leibniz, un philosophe qui reprendra ce projet cartésien d'une langue universelle et qui va s'efforcer justement de réduire les notions complexes, les notions complexes à des idées simples. C'est lui qui va essayer d'entreprendre cette œuvre en définissant une sorte d'algèbre qui justement rassemble des éléments de base à partir desquels justement il est possible d'échafauder une connaissance qui est applicable à tous les objets possibles, applicable et aussi fidèle, encore une fois, représentative, fidèle à la chose à connaître. Alors, je terminerai en vous montrant que ce réalisme, aussi bien chez Descartes et John Locke, est un réalisme conséquent. C'est-à-dire que aussi bien John Locke et Descartes, compte tenu de cette position qui est la leur, c'est-à-dire de rechercher un langage fondé en vérité, c'est-à-dire un langage représentatif de la chose en soi, vont être conséquents au plan de la méthode. Ils vont en déduire des conséquences pour la méthode. C'est ça que je voudrais aborder. Et puis, je terminerai par une critique que l'on peut faire, bien sûr, une critique contemporaine qu'on peut faire, notamment à partir de cette conception du langage. Il faut bien comprendre que la théorie classique de la connaissance, que je viens d'évoquer, aussi bien chez les empiristes que chez les idéalistes, elle est une déclaration de foi réaliste. Alors, réaliste, ça veut dire qu'on pense pouvoir créer une pensée qui soit conforme au réel. C'est ça l'idée, c'est pour ça qu'on parle de réalisme. S'agissant des philosophes classiques, je répète, c'est l'idée que la pensée que l'on élabore est conforme au réel, est fidèle au réel. Chose qui, on le verra, sera radicalement contestée
par Emmanuel Kant et bien sûr par Bachelard et Popper, notamment, bien sûr. Je vous prends ces quelques auteurs, mais elle est bien sûr, c'est une idée aujourd'hui qui n'est plus soutenable dans l'épistémologie contemporaine. Donc, déclaration de foi réaliste, mais c'est un réalisme conséquent, parce qu'il oblige le penseur à se souscrire, à se soumettre à des prescriptions que ne manque pas justement d'émettre tant Descartes que John Locke. Alors, pour que l'homme soit préparé justement à l'accueil de la réalité en soi, encore une fois, c'est ça le réalisme, à l'accueil de la réalité en soi, pour qu'il puisse prétendre à la seule réception des impressions du monde extérieur, il se laisse impressionner, je vous ai dit, pensez à l'image de l'impression photographique, si on est dans le monde argentique évidemment, eh bien, l'empiriste doit liquider tout ce que l'homme a de subjectif en soi. Et oui, si il doit, là on est du côté du point de vue empiriste, si l'homme doit se laisser, doit recevoir les impressions du monde extérieur et recevoir dans une fidélité, encore une fois la chose, s'il doit recevoir les impressions du monde extérieur, eh bien il doit se débarrasser de tout ce qu'il a de subjectif. Donc on lui prescrit de s'en tenir au strict domaine de la posteriori, en rejetant le domaine justement de la spéculation. Il doit s'en tenir aux idées simples qui lui sont en quelque sorte suggérées par le contact au monde sensible, par justement des idées sensuellement émises, et surtout de ne pas se laisser égarer par des spéculations a priori, par des spéculations qui le détourneraient justement de cette attention au monde sensible immédiat. Évidemment, l'idéaliste va préconiser autre chose, puisque pour lui précisément, l'homme doit liquider, à l'inverse, tout ce qu'il a d'objectif en soi. Justement, il ne doit pas se laisser abuser par l'expérience, nous dit Descartes, qui est source d'imagination, d'erreur. C'est le point de vue tout à fait opposé, bien sûr, à ce que suggère John Locke. Il doit se présenter comme un homme, comme un esprit, désincarné. C'est le pur esprit qui doit agir. Il doit agir comme pur sujet, comme ayant un pouvoir intuitif, finalement, indépendant du corps, même. Vous savez bien que Descartes est l'auteur, vraiment, en philosophie, qui va marquer la séparation, précisément, c'est pas le seul, mais c'est un des auteurs et un des philosophes majeurs, la séparation du corps et de l'esprit. Il faut que ce sujet pensant soit un sujet désincarné. Il ne doit pas se laisser abuser, précisément, par l'expérience, par le contact sensible qui est toujours, suspecté d'être pourvoyeur d'imagination, d'illusions, de fausses idées. Il doit justement s'en tenir au strict domaine de l'a priori. Il doit s'en tenir aux idées justement émises intuitivement, c'est-à-dire par cette attention aux idées claires et distinctes, premières qui lui viennent à l'esprit, et ne pas se laisser abuser précisément par l'imagination, par le monde sensible, encore une fois, maîtresse de fausseté. On lui impose de ne réunir que des idées réduites à l'essentiel, et de ne pas accorder son assentiment à des liaisons d'idées confuses, ou encore on dit adventis. Adventis, je vous rappelle, c'est ce qui n'est pas naturellement dans une chose, ce qui vient du dehors. Donc il ne faut pas, justement, il faut pas s'en tenir, il faut se méfier des idées adventistes, il faut même s'en déprendre de ces idées adventistes, comme c'est-à-dire de choses qui viendraient du dehors, perturber cette attention première et immédiate aux idées intuitives. On lui demande donc à cet observateur, à ce sujet pensant, de se battre contre tout risque d'hallucination des sens. C'est l'esprit qui, encore une fois, c'est un pur esprit qui doit agir en dehors des sens qui sont, encore une fois, toujours vous emmènent dans des illusions. Dans l'un autre cas, on notera que
l'homme qui participe à la constitution des connaissances a un travail à faire sur lui-même. Finalement, sa participation à la connaissance est d'une certaine façon négative, pas au sens du jugement, hein, mais négative au sens où elle est dirigée contre lui-même. Hein. L'homme doit finalement faire avec ce que certains philosophes appellent la faiblesse humaine. C'est ça, que ce soit la faiblesse humaine qui l'entraîne, comme le pensent les idéalistes, à se laisser aller par le monde de l'expérience, des sensations, hein, et qui, encore une fois, l'égare, ou que ce soit du côté des empiristes, celui qui se laisse aller à la pure spéculation, hein, et qui ne part pas, justement, à l'inverse des idéalistes, de l'expérience première, et se laisse abuser par des idées spéculatives, eh bien, dans l'autre cas, il s'agit de lutter contre les faiblesses humaines, hein, comme le disent les philosophes. Et l'homme doit raffermir sa volonté, justement, de connaître, hein, en se consacrant pour les uns uniquement à la réception sensible, ou pour les autres à l'intuition mentale du monde. Le premier étant les empiristes, les seconds les idéalistes, vous l'avez bien compris. Il doit donc d'un côté s'effacer comme corps, ça c'est du côté des idéalistes, et il doit s'effacer comme esprit, du côté, en tout cas dans l'immédiat, comme esprit du côté des empiristes. Dans tous les cas, il doit surveiller, hein, dans les deux cas, il doit surveiller une pensée qui se développe, hein, et qui est toujours, hein, et dont la tentation peut toujours être justement de quitter, hein, ces évidences premières, ces idées premières, ces idées immédiates, représentatives. Donc il doit veiller en permanence à ce que, lorsque la pensée se développe, elle ne coupe pas, elle ne s'égare pas, elle garde le lien avec ces idées premières, avec ces idées fondamentales, qui, je vous rappelle, sont constituées hors du doute. Ils reconnaissent finalement, ces philosophes, la possibilité d'une défaillance humaine, hein, dans la réception de certitudes primordiales. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que les philosophes, hein, et Descartes plus particulièrement d'ailleurs, prescrivent des règles pour la direction de l'esprit. Vous savez que la méthode cartésienne, hein, l'ambition de la méthode cartésienne, c'est précisément de lutter contre cette défaillance humaine, qui est toujours, encore une fois, possible, hein, dans l'acte du sujet pensant. Mais vous voyez bien que c'est précisément parce que cette défaillance humaine est toujours contingente, est toujours possible, qu'il pose l'hypothèse radicale d'une harmonie préétablie qui serait garantie par un créateur qui, du coup, ne trompe pas sa créature. Les idées premières, les idées intuitives, hein, ou sensuelles, hein, qui sont le résultat, je vous l'ai dit, soit d'une attention au monde sensible, d'une impression du monde sensible, ou de l'autre des intuitions premières, eh bien, ces idées, elles sont l'objet du créateur, et le créateur ne peut pas tromper sa créature. Donc c'est comme ça qu'ils retombent sur leurs pieds, à leur manière. Hein, c'est que l'homme doit effectivement se plier à un exercice, à une méthode pour justement garantir les connaissances de la représentativité à la chose, mais ils ne peuvent le faire qu'avec l'aide du Créateur, qui ne saurait, in fine, tromper sa créature. En recourant à l'hypothèse, finalement, de la bienveillance du Créateur, ils admettent, finalement, que l'homme ne se suffit pas à lui-même pour accomplir l'idéal de connaissance qui est le leur. C'est comme si leur idéal de connaissance présupposait, il ne peut être atteint, cet idéal de connaissance, que si, en dernier lieu, il y a un garant, hein, et ce garant, encore une fois, c'est Dieu. Finalement, on peut se demander si les philosophes classiques, qu'ils soient empiristes ou idéalistes, finalement, ne font pas encore reposer le modèle de connaissance, du moins leur idéal de connaissance, sur un modèle qui reste divin, hein, surnaturel, c'est-à-dire attribué à un être sans faiblesse. On pourrait dire de cette manière qu'ils n'ont pas tout à fait rompu, hein, ni l'un ni l'autre, avec une conception théologique, hein, du monde et notamment de la connaissance. Alors nous allons terminer
cette première partie consacrée aux philosophes classiques sur la critique que l'on peut faire du réalisme empiriste et idéaliste. Alors, je vais simplement annoncer quelques idées en sachant que cette critique va être émise en profondeur et on prendra le temps de l'étudier par Emmanuel Kant, mais simplement parler d'une critique au regard aujourd'hui des avancées, notamment qui ont lieu en linguistique. Donc, j'y reviendrai pas, je les mentionne simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, le point de vue du réalisme, tel que je l'ai défini, n'est plus soutenable avec les avancées de la science et notamment de la linguistique. Alors, première chose, que va venir contester le fondateur de la linguistique structurale, Ferdinand de Saussure? Ferdinand de Saussure va d'abord remettre en cause l'idée, qui est celle des philosophes classiques, sur laquelle il y aurait une pensée d'abord et puis des mots qui viendraient l'exprimer. Ferdinand de Saussure va montrer que ça c'est une vue de l'esprit, mais que mots et pensée sont une et même chose. Qu'on ne pense pas en dehors de mots, et il n'y a pas de mots sans pensée. Donc on ne peut pas, sauf artificiellement, postuler d'abord une pensée qui serait pure comme ça, et des mots qui viendraient l'exprimer. Nous pensons nécessairement avec des mots, nous rappelle Ferdinand de Saussure, et que donc il n'y a pas une réalité distincte qui serait un préalable au langage, qui serait une pensée, et puis il y aurait des mots venant l'exprimer. Ça, Ferdinand de Saussure va battre en brèche totalement cette conception-là, même si on peut la voir apparaître encore aujourd'hui, parfois un peu naïvement, de penser que, comme si les mots étaient simplement l'expression d'une pensée. Alors, il va montrer d'abord que les mots ne sont pas des étiquettes pour des entités qui préexisteraient aux mots, qui préexisteraient analytiquement. Il n'y a pas d'abord des choses, nous rappelle Ferdinand de Saussure, ou des données immédiates analysées, puis des mots pour ces choses ou ces données. Ce que va montrer Saussure, c'est que les mots ou les pensées ou les idées, c'est la même chose pour Ferdinand de Saussure, ont leur propre raison d'être. C'est-à-dire que les signes linguistiques, justement, ne sont pas représentatifs d'un réel. Il contestera cela, Kant avant lui, mais il montrera que les mots n'existent que d'être opposés les uns aux autres, qu'ils n'existent que dans un jeu de rapports, ce qu'il appelle un jeu d'opposition négative. Un mot n'existe que de n'être pas l'autre. C'est dans ce jeu de rapports que les signes accèdent à une signification. Mais les signes linguistiques ne sont pas des étiquettes que l'on colle aux choses. Et alors, je n'ai pas le temps de développer ça, mais simplement pour vous dire que pour Ferdinand de Saussure, le langage est toujours impropre. Kant reprendra ça d'ailleurs, en partie, pas de façon à la manière de Ferdinand de Saussure, c'était pas un linguiste. Mais Ferdinand de Saussure montrera qu'il y a une impropriété du langage, au sens où il n'y a pas de langage immédiat, précisément. Il n'y a pas de langage représentatif, parce que précisément, le langage est une analyse, c'est-à-dire qu'il formalise le réel, et en le formalisant, il ne peut pas être le reflet du réel, puisque, précisément, il va le rendre intelligible. Il va le rendre intelligible, et donc il y a une activité créatrice en tant que telle du langage ou de la pensée, si vous voulez. Donc, ce sont des éléments, la pensée ou le langage, ce sont des éléments structuraux qui n'existent que de résulter de l'activité d'une pensée qui est langue ou d'une langue qui est pensée. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que les philosophes classiques, et du point de vue évidemment de la linguistique structurale, de la linguistique moderne, que les philosophes classiques ont développé une conception erronée du langage. Alors, on ne peut pas leur en vouloir, bien sûr, puisqu'ils étaient de leur temps. Mais ils ont, cela dit, attiré l'attention sur un problème tout à fait fondamental du point de vue épistémologique, et une problématique, comme on dit, gnoséologique. Gnoséologique, c'est ce qui concerne la question de l'étude de la pensée. Eh bien, ils attirent l'attention sur une problématique importante, c'est la question du rapport du langage à la réalité à connaître. Puisque si Ferdinand de Saussure va affirmer que le langage n'est pas représentatif du réel, il n'en a pas moins un lien
avec le réel. Et il va reprendre à son compte, Ferdinand de Saussure, cette question que les philosophes classiques ont eu le mérite de poser, c'est-à-dire la question de l'adéquation du langage ou de la pensée au réel. Quel est le lien? Quel est le lien? Comment peut être établie cette relation du langage à la réalité à connaître? Encore une fois, l'autosuffisance du langage, d'une certaine façon, c'est ce que montre Ferdinand de Saussure, n'exclut pas évidemment que le langage renvoie à quelque chose qui n'est pas le langage. Ça c'est clair. Le langage n'épuise pas le réel, bien sûr. Toutefois, ce que nous apprend Ferdinand de Saussure, c'est que le réalisme immédiat dans le langage n'est plus défendable. N'est plus défendable puisque la connaissance du réel n'est jamais représentation de la chose comme elle est en soi, mais la connaissance du monde, si je peux dire, la connaissance humaine du monde passe nécessairement par un ordre de langage qui transforme ce monde en le rendant intelligible.